Lorsque je découvre Naruto, je dois avoir environ 6 ans. Je suis un jeune garçon dont la mère travaille beaucoup et qui se retrouve chez ses grands-parents le soir. Grands-parents qui ont, car papy est fan de foot, la box Canal avec tout le panel de chaînes de dessins animés qui vont avec. C'est donc devant un goûter que je tombe sur un dessin animé d'une nature très différente de ceux que je regarde ordinaire. À l'écran, un jeune garçon blond d'une douzaine d'années qui fait face à un autre à moitié transformé avec du sable qui recouvre son corps. Oui, les premières scènes que j'ai vues de l'anime Naruto et le légendaire combat Naruto-Gaara. Dans la vidéo sur l'attaque des titans, j'ai dit que quelques œuvres m'avaient fortement marqué, comme nous tous je pense. Pour moi il y a donc l'attaque des titans bien sûr, d'autres œuvres et d'autres auteurs, mais la toute première, c'est Naruto. Je ne sais pas exactement pourquoi je suis entré dans cet univers. Ce que je pense, c'est que je me suis beaucoup reconnu dans le personnage principal, dans le côté raté, se donner à fond dans quelque chose et pourtant échouer assez lamentablement, dans son besoin d'exister auprès des autres, de s'entourer. Mais je l'admire également dans le fait qu'il n'abandonne jamais, qu'il a confiance en lui et qu'il ne se laisse pas démonter malgré les épreuves. Dans la première partie, le jeune Naruto apprend de nombreuses valeurs dont beaucoup qu'il nous transmet. En tant que personnage principal, il est notre porte d'entrée sur cet univers et sur les valeurs qu'il va nous transmettre. Ces valeurs sont principalement celles véhiculées par le Shonen Jump, le magazine dans lequel est publié Naruto, Dragon Ball, One Piece. Les points communs de ces œuvres étant d'être des shonen neketsu, pour être précis, ce qui signifie le sang bouillonnant de la jeunesse. Ici, les personnages principaux grandissent en même temps que le spectateur et vivent des problèmes qui peuvent être similaires à ceux que l'on connaît nous-mêmes. L'un des plus communs étant de trouver sa place dans le monde. Midoriya dans My Hero Academia cherche sa place en tant que héros, de même que Yuji dans Jujutsu Kaisen, et bien sûr, Naruto. Bref, ce sont des thématiques et des valeurs qui permettent d'aider beaucoup de gens, dont moi. Mais d'abord, un petit résumé de l'œuvre s'impose. Naruto, c'est un monde de ninjas. Par ninja, entendez des gens qui se battent à coups de shuriken, de poings et de techniques à base de chakra qui va de la boule de feu à faire tomber la foudre. Notre protagoniste est un jeune ninja de 12 ans, soit un enfant soldat. Il est en lutte contre le village afin de se faire une place alors que tout le monde le déteste à cause d'un démon qui est enfermé au fond de ses entrailles. En plus de ça, il est un véritable cancre, bon à rien, mauvais en tout. À force d'entraînement et de volonté, il deviendra un apprenti ninja sous les ordres de son professeur Kakashi, et aux côtés de ses amis Sakura, dont il est amoureux, et Sasuke, dont il est amoureux. Ah non, pardon, qui est son rival. Son parfait opposé. Doué en tout, mauvais en rien, et étant déjà un ninja reconnu dans le village. Les trois apprentis ninjas vont alors partir en mission auprès de leur maître, vivre plusieurs aventures et devenir des ninjas de plus en plus efficaces et puissants, sauf Sakura. Mais Sasuke cherche à devenir toujours plus puissant, affolé de voir le cancre Naruto le rattraper. Il va quitter le village pour rejoindre un ninja renégat du nom d'Orochimaru. Mais pourquoi il quitte le village? Eh, ça se met trop pas! Un ennemi de Konoha. Naruto va tout faire pour l'arrêter, sans succès. Et je m'arrête là car ici on va se concentrer surtout sur la première partie de Naruto. On parlera de Shippuden dans une seconde vidéo, et peut-être même de Boruto dans une troisième, on verra. Naruto c'est avant tout un shonen, donc un manga qui vise les jeunes garçons. Le terme est souvent utilisé pour parler des neketsu, ce qui n'est pas exactement la même chose. Le neketsu c'est un ensemble de procédés narratifs qui sont souvent utilisés dans les mangas qui sortent dans le Weekly Shonen Jump. Je vais pas lister tous les procédés narratifs qui existent dans le neketsu, on a bien sûr le coup de l'orphelin qui se fait plein d'amis et qui va accomplir son rêve grâce au lien qu'il aura créé, ce qui correspond plus ou moins au parcours initiatique, qui est une série d'épreuves que le héros subit et qui lui permet de grandir. Ça fait bien entendu partie du monomythe, mais ça c'est encore une autre histoire, on en parlera sans doute dans une autre vidéo. Le parcours initiatique c'est finalement ce que vit chaque enfant à des degrés divers et bien sûr moins violents que les héros de shonen. Mais les épreuves que ces héros subissent, qu'ils y arrivent ou échouent, leur permet de grandir, d'acquérir de nouveaux savoirs et compétences, ce qui fait écho à la vie du jeune spectateur. C'est aussi et surtout pour ça que le shonen, ça fonctionne aussi bien. Comme je l'ai déjà dit, je vais m'intéresser dans cette vidéo à la première partie de Naruto, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Le but, s'il n'a pas encore été clair, est d'expliquer en quoi un manga particulièrement connu, comme Naruto, m'a fait grandir, mais globalement ce qu'il apporte comme message à ses lecteurs. Je vais donc analyser cette première partie sous deux angles, l'apprentissage sociologique de Naruto, la manière dont il apprend les codes de la société et les fait siennes, les difficultés qu'il rencontre notamment. Mais je vais aussi me centrer sur la psychologie du personnage, de ses besoins, qui sont finalement des besoins universels. Et j'espère démontrer que Kishimoto l'auteur maîtrise très bien son sujet et parvient sans doute instinctivement à nous montrer l'évolution d'un jeune héros tout en finesse et logique. La psychologie d'un personnage, c'est quelque chose d'assez instinctif, mais qu'il ne faut pas pour autant oublier de travailler. Dans son livre Concevoir les personnages pour la scène à l'écran, Robert McKee donne de nombreuses astuces et conseils à la création d'un bon personnage, crédible, intéressant narrativement. Un conseil qui va nous servir ici, c'est l'importance de donner des besoins au personnage.
Après tout, ils sont censés être notre avatar dans ces univers fictifs et on a tous des besoins différents. Ça peut aller du besoin trivial, manger, dormir, à des trucs sur le plus long terme. Par exemple, Luffy, ses besoins c'est la bouffe et que ses amis se portent bien. Sasuke, on parle littéralement de besoin de vengeance dans la série. Or, l'homme est un animal social, c'est ce que dit Aristote dès le 4e siècle avant notre ère. Et en tant qu'animal social, on a des besoins communs, notamment ce besoin de reconnaissance. Toutes les personnes l'ont, alors tous les personnages l'ont, plus ou moins évidemment. Naruto, lui, est un personnage rejeté de tous, il n'a plus de parents, et les autres enfants ne lui adressent pas la parole, voire l'agressent. Un enfant c'est une éponge, voyant le comportement de leurs parents vis-à-vis de Naruto, ils finissent par avoir le même. Dans le chapitre 2 des Métamorphoses de la reconnaissance, les auteurs Brigitte Hervard, Jean-Pierre Coisa se centrent sur la notion de reconnaissance d'un point de vue psychologique, se manifestant d'après eux dès le ventre de la mère. Tu crois que c'est du respect ça ? Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Et je vais mettre leur analyse en parallèle avec l'histoire de Naruto. Les auteurs commencent leur analyse de la reconnaissance alors même que la mère est encore enceinte. En effet, le fœtus semble réagir à ce que la mère ressent, notamment par le biais des hormones transmises par le cordon ombilical. Ainsi, si elle est paniquée parce que le bébé ne bouge pas, ce dernier risque de le ressentir par les contractions du ventre et donc de bouger plus souvent. En l'occurrence, la mère de Naruto, Kushina, était doublement stressée de sa grossesse. Et en plus, Kushina est l'hôte de Kyuubi, et on nous dit bien dans le manga que quand l'accouchement arrive, le seau commence un peu à se fragiliser, et que le démon risque de sortir, et si ça se passe, bon, déjà le village il est dans la merde, mais en plus, Kushina meurt. On peut supposer que ce stress a impacté bébé Naruto, mais ce que nous disent les auteurs, c'est aussi que les futurs bébés peuvent ressentir les émotions de la mère et de ceux qui les entourent. Un bébé voulu ressentira alors une sorte de reconnaissance que n'aura pas un enfant non désiré. Et ce que nous dit Naruto quand il est face au Raikage et Tsunade, est qu'il a bien reçu l'amour de ses parents, symbolisé par le fait qu'ils viennent le visiter chacun en fantôme de force à des moments cruciaux. Les auteurs nous parlent ensuite des moments de la naissance, décrit à partir des années 60 comme un grand cataclysme dans lequel la mère et le bébé doivent travailler de concert. Ce qui est on ne peut plus vrai dans Naruto pour des raisons que je vais décrire plus loin. Bijoux égale destruction massive. Ensuite, pour la période de 0 à 6 mois, Winnicott, pédiatre et psychanalyste du XXe siècle, la qualifie de dépendance absolue. Il parle également de l'importance du regard de la mère sur son enfant, qui lui permet d'ancrer sa sensation d'existence, ce qui est en quelque sorte une première forme de reconnaissance. Et tout ça, bien sûr, Naruto en est privé. Il n'a même pas l'impression de vivre ou que son existence compte, puisqu'aucun parent n'a de regard sur lui. Daniel Stern, psychologue de la seconde moitié du XXe, parle de 0 à 3 mois de la formation d'un moi émergent où le bébé se distingue des autres, notamment de sa mère. Et entre 3 à 8 mois, le psychologue décèle la construction du soi noyau. Vers 8 mois, la première dent pousse et avec elle les premières agressivités, quelque chose que Naruto ne peut apprendre à maîtriser de par l'absence de ses parents. C'est vers l'âge de 2-3 ans que l'enfant s'autonomise. Il commence à bouger assez facilement, sans trop tomber, peut aller aux toilettes de lui-même. Naruto, lui, doit s'autonomiser bien plus vite que les autres, contrairement au con qui le pense immature, parce qu'il ne faut pas confondre la surface d'une personne et sa profondeur. Naruto, quand tu le regardes, il a une tête d'ahuri, il a l'air un peu con-con et on se demande comment il a fait pour survivre jusque-là. Pour autant, en profondeur, c'est quelqu'un qui s'est débrouillé un peu tout seul toute son enfance, ce qui est une preuve de maturité assez impressionnante. Cependant, à cet âge-là, nous sommes beaucoup en demande de reconnaissance pour le progrès que l'on fait. Peut-être que vous aussi, vos proches vous ont applaudi comme des idiots parce que vous aviez fait 3 pas. Bon ben voilà, Naruto, ça n'a jamais été le cas. Vers 3 ans, c'est le début de l'école, nouveau lieu à explorer et riche en apprentissages sociaux. La constitution du moi prend un raccourci Mario Kart, de même que sa conscience anatomique. La différence entre les sexes, entre les individus. George Herbert Mead, sociologue américain, nous dit « L'individu ne possède un soi qu'en relation avec le soi des autres membres du groupe ». C'est également une période de grand besoin d'approbation pour l'enfant, car une crainte vitale, c'est le rejet des adultes et de ses pairs. Et là on se dit, super, nouveau cadre de vie, le jeune Naruto va pouvoir s'épanouir au contact d'autres personnes. Mais il sera finalement rejeté par les autres enfants à cause du comportement des parents à son égard. Pour attirer l'attention, il va se mettre alors à faire le con à l'école. Alors même qu'il s'agit de la période des débuts de la vie en communauté avec tout ce qui suit, l'apprentissage de règles notamment, et ça, Naruto, il les envoie balader comme la population l'envoie lui-même balader. On le voit dès le début de l'histoire puisqu'elle commence par Naruto qui dessine sur les visages des anciens dictateurs, pardon, les anciens Hokage du village. La première scène du manga montre donc Naruto essayer de combler le manque de reconnaissance duquel il souffre. C'est littéralement les premières pages, on fait pas plus central comme sujet. On comprend ce manque aussi grâce au dialogue entre le troisième Hokage et Iruka, le professeur de Naruto. Et on fait en plus le parallèle entre les deux personnages. Iruka a en effet perdu ses parents lors de l'attaque du démon renard avant qu'il ne soit enfermé dans le corps de Naruto. Il s'est alors senti très seul, perdu sans reconnaissance de ses parents. Il a essayé de la pallier avec la reconnaissance de ses amis de l'école en faisant le con, comme Naruto. C'est un comportement assez classique chez les enfants délaissés, mais surtout ça nous montre déjà un trope très utilisé dans Naruto. Les autres personnages avec qui il est en conflit lui ressemblent. Et ce sera le cas de Neji, Gaara, Sasuke, et bien sûr ici Iruka.
La souffrance d'être seul au monde est vraiment insupportable, n'est-ce pas? La douleur que tu ressens, je ne sais pas pourquoi, mais je comprends parfaitement que cela fasse mal. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont devenus très importants pour moi. L'ambiance est délétère. Notre monde a du mal avec la marginalité. L'univers de Naruto est lui-même assez dur. On peut bien sûr parler de Naruto, vous pouvez aussi prendre l'exemple de Haku et de Gaara, tous les deux rejetés car étranges, perçus comme dangereux. Ça peut sans doute vous rappeler certaines catégories de personnes assez persécutées en France actuellement, mais globalement toutes les sociétés a dans son histoire des marginaux qui changent selon la période. En Europe, les juifs l'ont été pendant des siècles, ce qui a amené aux horreurs que l'on connaît. Autre chose, mais dans Naruto, les méchants sont souvent des marginaux. Si on prend l'exemple d'Orochimaru ou même de l'Akatsuki, on peut remarquer qu'ils sont tous encodés queer. L'encodage queer ou le queer coding dans la langue de Charlie Chaplin, c'est le fait d'ajouter des signes clichés des personnes queer, que ce soit physiquement ou dans le comportement. Beaucoup de méchants Disney ont cet encodage queer, c'est la même chose pour les méchants de Naruto. L'Akatsuki, composé à 90% d'hommes, ont tous des ongles peinturlurés, ce qui leur donne, entre gros guillemets, un côté efféminé pour des hommes. Je ne dis pas que seules les femmes ont le droit de se faire les ongles, je parle juste ici de queer coding. Orochimaru, un des méchants les plus marquants du début du manga, est carrément un homme qui est dans le corps d'une femme. Bon là, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et comme on ne parle pas de Shippuden, je ne parle pas des méchants à allure féminin comme Sasori ou Deidara. J'espère que tout le monde l'aura compris avec ce début de vidéo, mais la reconnaissance est un élément essentiel pour n'importe quel être humain. Et personnage dans une histoire, que ce soit d'un point de vue psychologique, sociologique, philosophique, et même narratologique. Et oui, j'aime dire des mots compliqués. En l'occurrence, dans l'œuvre qu'est Naruto, la reconnaissance est un élément constitutif de nombreux personnages. Haku est délaissé et rejeté de tous à cause de ses trop grands pouvoirs et cherchera la reconnaissance de quelqu'un au point de devenir une arme. Soit tout ce qu'il n'est pas de base. Pareil pour Gaara, rejeté de son village à cause du démon implanté par son père, le chef du village dans son corps. Tiens, ça rappelle quelqu'un. Mais Gaara, lui, réagira autrement à cette absence de reconnaissance. Il la cherchera, mais pour lui qui a manqué d'être assassiné à de nombreuses reprises, la plus grande reconnaissance qu'il peut avoir est celle d'être en vie et de se sentir vivant, en prenant celle des autres. Je pourrais parler d'autres personnages, mais vous avez déjà constaté un trope que j'adore dans Naruto, tous ses ennemis lui ressemblent. Naruto se reconnaît en ses ennemis et c'est ce qui lui permet de les comprendre et de développer son empathie, ainsi que d'appréhender au mieux le monde des ninjas. Un monde froid, cruel où la haine est le moteur des actions de tellement d'individus. Naruto considère la souffrance des autres et la saisit, et ce alors que presque personne ne fait ça pour lui. Et les seules personnes qui le font sont ses plus proches, Hiruka bien sûr, Hiruzen, Kakashi également dans une moindre mesure, mais surtout Sasuke lorsqu'il fera la morale à Sakura au début de l'histoire. Franchement, Sakura, tu m'énerves. La reconnaissance est au cœur de la philosophie de Naruto, et quelques philosophes ont également travaillé sur cette notion. Ce qu'il en ressort, c'est qu'une vie humaine sans reconnaissance ne vaut pas beaucoup mieux qu'une vie animale. Être l'objet de reconnaissance, c'est psychologiquement important, l'inverse, ça serait un préjudice pour l'homme. Ces préjudices sont au nombre de 3, l'activité non libre, le mal-être, l'absence de coopération. Les hommes structurent leur milieu de vie avec ce que l'on appelle des normes, que je vais aborder un peu plus tard. Robert Brandom, philosophe américain et apparemment cousin de Gandalf et de Dumbledore, nous dit bien que la reconnaissance intersubjective est essentielle à la création de toute norme. En effet, les normes n'existent que si elles sont universellement reconnues. Pour ce philosophe, respecter quelqu'un d'autre, c'est le considérer comme une co-autorité des normes sociales. Aristote et Henry Frankfurt sont séparés par 23 siècles, n'habitent pas sur le même continent, mais ont quand même 3 points communs. Ils sont tous les deux philosophes, une barbe en broussailles et la même définition de ce qu'est une personne. Tous deux la définissent comme le fait d'être en possession des capacités psychiques pour aimer. Être aimé, c'est une composante essentielle dans l'œuvre de Kishimoto, et c'est quelque chose qui va de pair avec la reconnaissance. Tu as toujours été à mes côtés. Alors, je veux mourir à tes côtés. Difficile d'être aimé et de donner de l'amour si personne ne nous reconnaît. La reconnaissance est constitutive d'une personne. Entendez par personne quelqu'un d'opposé aux animaux, notamment par sa capacité à se projeter dans l'avenir. Le bien-être est attribué par des attitudes de reconnaissance d'une personne envers une autre, se manifestant par le respect et de l'amour. La solitude est quelque chose de très lourd à porter. Pour nous, et bien sûr, parfaitement illustré par le personnage principal du manga.
Une chose que j'aime beaucoup voir dans les mangas, mais aussi dans les comics, et globalement dans tous les univers où il y a des super pouvoirs, c'est à quel point ces pouvoirs entrent en résonance avec la psychologie et la mentalité des personnages. Dans One Piece par exemple, l'auteur ne le fait pas tout le temps, mais quand il le fait, ça marche du tonnerre. Et en parlant de tonnerre, le personnage d'Ener, considéré comme un dieu, a le pouvoir de la foudre. Il peut frapper d'un éclair n'importe quelle cible, créant une vraie crainte sur la population qui peut se voir foudroyée où qu'elle soit. En plus, dans nos cultures occidentales, romaines et grecques, le dieu des dieux est souvent associé à la foudre. Sanji lui ne se bat qu'avec ses pieds car il conserve ses mains pour le noble art culinaire. Luffy a le pouvoir du caoutchouc car il endure, il est inflexible, il a la bonne vision du monde et ne compte pas en dévier. Et dans Naruto c'est pareil, Naruto est incapable de tisser des liens avec qui que ce soit. Ce n'est pas étonnant que la première technique qu'il apprenne, c'est le multiclonage, créant des dizaines voire des centaines de clones de lui, permettant de briser quelque peu sa solitude, tout en s'enfermant dedans. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En 1992 est sorti un ouvrage du philosophe canadien Charles Taylor, qui est certainement aussi l'inventeur de la DeLorean. Son ouvrage est parfait pour cette vidéo parce qu'il s'appelle « La politique de la reconnaissance ». L'auteur, il parle de l'exigence de la reconnaissance comme un besoin humain vital. La même année, Axel Honneth, philosophe et sociologue allemand du XXe siècle, et ça se voit, sort son ouvrage La lutte pour la reconnaissance, où il théorise la nature de la reconnaissance et ce qui la rend importante pour les êtres humains. L'auteur s'appuie beaucoup sur Engels, un autre philosophe allemand, mais du XIXe siècle. La reconnaissance serait donc liée à 3 attitudes interpersonnelles, que sont l'amour, le respect et l'estime. Il note également l'importance double de ces attitudes. Sans reconnaissance, il ne peut y avoir d'action positive envers soi, particulièrement par manque de ressources. La reconnaissance est aussi un moteur à l'intégration sociale. Honneth profite de cet ouvrage pour conceptualiser la vie bonne, qui lui permet d'évaluer la qualité éthique des sociétés, bien que sa conception soit purement celle d'un homme occidental moderne. Une pensée qui lui vient sans doute de Engels, c'est celle de trouver au sein des expériences personnelles des sources de motivation aux actions collectives. La non-reconnaissance est donc une grande source de puissance intime. Il parle même de fondement motivationnel d'une résistance collective. Mais le manque de reconnaissance peut motiver aussi bien que paralyser, cela dépend de la société, des individus. Une chaîne qui m'inspire beaucoup dans ce que je fais sur YouTube, c'est celle d'Arcade, je vous la recommande bien sûr. Une des vidéos par laquelle je l'ai connue, c'est celle sur Kung Fu Panda et l'éducation. Il y parle de l'œuvre et de ce qu'elle dit de la manière d'éduquer des relations élève-professeur. Dans ce film, Po, Un bon... gros... panda doit devenir un grand maître de Kung Fu pour défendre la vallée de la paix. Shifu doit l'entraîner, mais dégoûté par la nature de Po, il va décider de l'entraîner comme les 5, ce qui ne lui correspond pas du tout. Quand Shifu décide vraiment de l'entraîner, il lui concocte un entraînement spécial qui lui correspond parfaitement, et Po devient un vrai maître du Kung Fu. Car un élève n'est pas con par essence, il est tout aussi capable que les autres, il faut juste trouver la bonne méthode. C'est ce qui se passe avec Naruto quand il est à l'académie, il n'arrive à rien car la méthode utilisée n'est pas la bonne. Naruto, comme beaucoup d'enfants de son âge, a envie de bouger, pas de rester dans une classe toute une journée. Quand plus tard des professeurs utilisent des méthodes spécialement pensées pour lui, devinez quoi, il arrive beaucoup mieux au résultat voulu. Quand Jiraiya le conseille et le laisse travailler de lui-même, quand Kakashi utilise ses facultés de clonage pour accélérer son apprentissage, il arrive beaucoup mieux au résultat voulu. Bref, Naruto n'est pas un cancre que tout le monde décrit, il est juste un enfant comme tant d'autres, broyé par un système éducatif qui n'est pas optimal et qui lui impose des choses qui sont contre sa nature. La reconnaissance chez Engels permet de distinguer l'esprit de la nature, l'esprit étant la réalisation historique propre à l'homme, et l'esprit est quelque chose que l'homme produit et permet de le distinguer des animaux, lui donnant des capacités psychiques et psychologiques différentes. Robert Bandom, le couche de Gandalf, pour ceux qui ont suivi, pense que les animaux ne distinguent que des significations érotiques, il les range en 2 catégories, ce qui est désirable et ce qui est à éviter. Toute communauté est donc plus ou moins idéale ou spirituelle. D'après Engels, plus elle se rapproche de l'idéal, plus elle incorpore de la reconnaissance, et plus elle est égalitaire. La société dans laquelle évolue Naruto est plutôt spirituelle alors que lui est un idéaliste. Pour revenir aux exemples de tout à l'heure, Luffy est dans son monde un ovni, comme Naruto, mais Luffy ne veut pas faire partie du monde, du moins pas comme lui le voudrait. Il emmerde les autorités, il crie Amab, All Marines are bastard, et veut devenir le roi des pirates, pas pour être à la tête de la société, mais par envie d'être l'homme le plus libre. Naruto, lui, veut devenir Hokage, le chef de sa société, pour être reconnu par ses pairs, pour faire enfin partie du système qui le rejette pourtant. C'est la différence entre un flat caractère arc, qu'est Luffy, qui n'évolue pas ou très peu dans sa conception du monde, et un ascending caractère arc, qui apprend de grandes leçons chaque arc et modifie sa façon de voir les choses en conséquence. Je ne descends aucun de ces types de narration. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. La reconnaissance, que ce soit la donner ou la recevoir, permet de faire grandir l'individu. Un autre processus fait partie de cette mécanique de croissance, ça s'appelle la socialisation. Et quand j'ai eu des cours dessus en première, j'avoue que j'ai fait automatiquement beaucoup de parallèles avec Naruto. La socialisation peut se définir ainsi. Il s'agit de l'ensemble des processus par lesquels l'individu est construit par la société où il acquiert des façons de faire et de penser. Muriel Darmon en parle comme la façon dont la société forme et transforme les individus. La socialisation a lieu toute notre vie. On distingue quand même 2 périodes. La socialisation primaire, qui va principalement nous intéresser ici, et qui a lieu durant l'enfance.
la socialisation secondaire qui part de la fin de l'enfance et se déroule tout le reste de notre vie. C'est surtout durant la socialisation primaire que les individus incorporent les normes et les valeurs d'une société. On va dans cette vidéo se concentrer sur la socialisation primaire car je vais parler uniquement de la première partie de Naruto qui se déroule quand il a 12 ans. Claude Dubar, dans son livre de 2022 La socialisation, construction des identités sociales et professionnelles, exprime 4 stades de conception de la norme et met ces stades en parallèle avec l'apprentissage des 4 manières de jouer. Or le jeu ça reste la meilleure façon d'apprendre, particulièrement à un jeune âge. Le stade moteur et individuel se situe avant les 2 ans de l'enfant, c'est l'apprentissage des règles motrices. Le stade égocentrique se situe entre 2 ans et 5 ans. L'enfant reçoit ici des règles codifiées. À cet âge-là, l'enfant ne joue que pour lui. Le stade de la coopération naissante, entre 7 et 12 ans, l'enfant cherche à l'emporter sur les autres alors que les règles s'uniformisent. Naruto est parfaitement dans ce stade-là. De manière un peu immature, il voit les sentiments qu'il a pour Sasuke comme de la rivalité, alors d'y voir une possible franche camaraderie. Mais Naruto est aussi à cheval avec le 4e et dernier stade qui concerne les enfants de plus de 12 ans, le stade de la codification des règles. Sur la prise de conscience de l'existence et de la nécessité de règles formelles. Or Naruto va bien sûr apprendre les règles. Un ninja doit être prêt à tout pour sa mission, il ne doit pas abandonner, mais comme il est marginal, et c'est vraiment une caractéristique très forte du personnage, il va les mettre en question. Et ça il le dit à Neji dans le final de leur combat. Il va changer les institutions qui font tant souffrir les gens pour mettre fin à ces moteurs de haine. Je changerai le destin des Hyuga pour toi! Oh merde! Oh, c'est con ça! Pour la première phase de la socialisation, équivalent à l'identification primaire, personne, sociologue américaine, nous dit qu'il s'agit de la première reconnaissance des normes et des valeurs comme des indicateurs standards qui balisent le champ de l'action. La société exprime alors à l'individu ce qui lui est permis ou refusé. C'est l'intériorisation des normes, des valeurs, de la culture et de cette société. Or, la société de Naruto est différente de la nôtre sur quelques aspects qui sont des normes que nous n'avons pas forcément. C'est normal, l'univers Naruto c'est un univers où les ninjas sont des soldats de chaque pays et se battent à coups d'effets pyrotechniques. Forcément, les normes vont être un peu différentes. Il ne faut pas non plus oublier que Naruto c'est une œuvre japonaise, créée au Japon par un japonais. Si vous voulez. Ah ouais, d'accord. Non, oui. mais la structure est pas du tout la même. Ouais, ils sont japonais, les Ah, mais japonais, attendez. nous on est des français, ouais, C'est pas d'accord. pareil. La culture japonaise n'est pas la même que la nôtre. Les normes y sont différentes et se retranscrivent dans leurs œuvres. Prenons un exemple rapide, un exemple de la BD française, Astérix. Astérix est là, seul contre les dieux, contre l'odieux César. C'est un exemple purement français et pas seulement parce qu'il s'agit des aventures d'Astérix le Gaulois, mais parce qu'il s'agit de l'histoire d'une France occupée et de quelques résistants qui tentent de survivre à l'envahisseur impérialiste. J'ai prévu une vidéo centrée sur le sujet de la guerre et des mangas, mais par exemple, les bijoux c'est une métaphore de la bombe atomique, très difficile à contrôler et que malheureusement le Japon a reçu par 2 fois sur son sol. Le Japon est encore une forte puissance militaire et impérialiste avec des traditions très ancrées dans la mentalité de la population et relativement fermée sur elle-même. Je dis relativement car ils exportent beaucoup de culture mais ils en importent également. On retrouve donc les arts martiaux entre enseignement et intervention sous la direction du sociologue de l'université Laval dirigé par Olivier Bernard, les différentes métaphores qui parcourent l'œuvre de Naruto. Les auteurs et autrices comparent par exemple le pays du feu avec le Japon et le pays de la foudre avec les États-Unis. On va surtout se concentrer sur le village du feu. Le feu justement c'est l'élément qui n'est pas choisi au hasard. Il s'agit symboliquement du pouvoir d'Amaterasu, la déesse qui domine le panthéon shintoïste, la religion japonaise par excellence avant la Seconde Guerre mondiale. À la suite de la défaite de 1945, le shintoïsme verra son nombre d'adeptes drastiquement diminuer au profit de l'athéisme, mais aussi de nouvelles religions, pour certaines fondées sur le shintoïsme. On retrouve à Konoha beaucoup de normes qui sont similaires avec celles du Japon. Le fait d'enlever ses godasses avant d'entrer dans la maison, ou bien le respect de la hiérarchie. Et là on voit encore une fois à quel point Naruto est marginal, quand on commence directement avec le gardement qui a peinturluré les statues des anciens chefs du village. Il ne respecte pas du tout la hiérarchie, d'ailleurs il respecte pas grand chose. Or, il y a une grande importance donnée à l'interaction dans la définition de la socialisation. Weber en parle comme ce qui se rapporte au comportement d'autrui par rapport auquel elle oriente son déroulement. Celui qui est considéré comme un des pères de la sociologie se refuse de séparer les structures au système d'action. Et l'interaction de Naruto avec les structures, c'est disons compliqué. L'une des premières structures normatives que l'on rencontre dans l'univers de Naruto, c'est l'école des ninjas. Et alors le rôle de l'école dans la socialisation et la mentalité du héros est tellement important qu'on va lui considérer toute une partie. Et au passage, si vous ne les avez pas encore vus, allez voir les conférences gesticulées de Franck Lepage, elles sont facilement trouvables sur internet. Il explique sur le temps long et minutieusement le système scolaire français. L'école a une grande force formatrice dans les années de la socialisation primaire, les enfants étant particulièrement influençables. Émile Durkheim, éminent sociologue de la fin du 19e et début du 20e, nous dit ceci dans Éducation et Sociologie. L'éducation est l'action exercée par les générations adultes pour celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société publique dans son ensemble, et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné.
Durkheim passe alors de concert l'action des parents et de la famille, dont Naruto est privé de fait, ce qui peut expliquer un peu le problème qu'il a avec cette institution. Le processus de l'école est orienté afin de faire acquérir à l'enfant un rôle utile pour son futur. C'est la structure sociale qui détermine ce qui doit être intériorisé. Tout cet apprentissage est facilité par l'ascendant des adultes sur les enfants. Peter Berger et Thomas Lockman, sociologues du XXe siècle, précisent également que l'enfant n'a pas le choix de ses apprentissages. Bien que l'enfant ne soit pas seulement passif au cours de la socialisation, c'est néanmoins l'adulte qui établit les règles du jeu. L'enfant peut jouer le jeu avec enthousiasme ou résister obstinément, mais il n'existe pas d'autre jeu. Et ça on le constate bien dans Naruto. Surtout quand ils sont à la recherche de Sasuke, lui et toute sa bande. Ils se remémorent ce qu'ils ont fait à l'académie, c'est-à-dire faire le mur, dormir, manger en classe. Un enfant, ça a beaucoup d'énergie. C'est parfois difficile de les faire tenir toute une journée en classe. Et c'est à ce moment-là que l'enfant il peut faire ce que l'adulte appelle des conneries. Une idée pour moi essentielle et que je vais expliciter un peu plus tard, c'est que l'éducation reproduit la société, elle ne la crée pas. D'ailleurs, Lautré, professeur en psychologie encore en activité, nous dit que les conditions de vie et de travail liées au statut socio-économique des parents déterminent leur pratique éducative qui, à leur tour, influent sur le développement intellectuel de l'enfant. Ça semble assez logique, matérialiste et bourdieusien. Il existe donc 3 types de structuration de l'environnement familial. La structuration faible avec une absence de règles, peu favorable à la restructuration. La structuration rigide avec des règles immuables et contraignantes, peu favorable au déséquilibre initial. Et la structuration souple aux règles conditionnelles, favorables au déséquilibre et à la restructuration. Naruto est bien sûr dans la première catégorie, d'où son problème de structuration et avec les structures. Bernstein parle lui de l'extrême importance des codes linguistiques des familles qui permettent à l'enfant de mieux réussir à l'école. Et d'autres psychologues ont pris d'autres codes sociaux et décrit l'importance qu'ils avaient dans le milieu scolaire, qui montre que les familles aisées ont des codes qui facilitent la réussite scolaire. Pour revenir à lui, Lautré explique ceci. Ce sont les enfants dont les parents ont les conditions les plus contraignantes qui ont la réussite scolaire la plus faible. Vous aurez compris que ce soit dans Naruto comme dans notre monde, l'école ne remplit pas la fonction que l'on pense. Si elle apporte certes quelques connaissances globalement, elle est un excellent outil de reproduction sociale. Il y a un chercheur français qui a compris un truc incroyable. Il a appelé ça la constante macabre. Il a compris que le rôle d'un enseignant, c'est de fabriquer 3 tiers dans une classe. Des bons, des moyens et des mauvais. Et que quels que soient les élèves qu'on lui donne, il va faire ça. Autrement dit, son rôle, c'est de fabriquer de la hiérarchie. Alors qu'il dit, et qu'on l'oblige à dire, que son rôle est de fabriquer de l'égalité. Les sociologues ont fait une expérience incroyable. Ils ont donné à une maîtresse 30 surdoués, mais ils ne lui ont pas dit. Au bout d'1 an, elle avait un tiers de bons, un tiers qui avait 10, 11 sur 20 et un tiers qui se traînait à 2, 3 sur 20. Un prof qui donnerait que des bonnes notes à ses élèves serait immédiatement considéré par ses collègues comme un mauvais prof. Par les parents, probablement, comme un mauvais prof, et peut-être même par les élèves. Alors vous allez me dire, c'est pas possible ce que vous racontez, les profs sont pas tordus au point de... Mais non, ils sont pas tordus, pas du tout. Ils sont dans un système qui leur demande de faire ça, de fabriquer de la hiérarchie. Et pour ça, ils vont utiliser des méthodes d'évaluation, des exercices bourrés de pièges. C'est-à-dire que le système de l'évaluation individuelle en France, ça consiste à demander une question sur quelque chose qui n'a pas été vu exactement en cours, mais qu'on devrait être capable de déduire si on a compris ce qui a été vu en cours. Je vous donne un exemple. La leçon, c'était, au volant, l'absorption d'alcool rétrécit le champ visuel. La question est la suivante. Si j'ai bu de l'alcool, réponse A, je vois moins loin, réponse B, je vois aussi loin, réponse C, je vois plus loin. La question qui vous est posée vous demande d'interpréter cette première phrase. Et la bonne réponse est la réponse B. L'alcool rétrécit le champ visuel. Je vois moins large, mais je vois aussi loin, ça n'affecte pas ma distance. 2 qui ont su. Donc c'est comme ça que fonctionne l'évaluation à l'école. Et donc ça crée des distances, des différenciations entre ceux qui savent décoder ces trucs de langage et surtout les gens qui sont habitués au langage, les gens de la bourgeoisie. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Ce qui compte le plus, c'est l'habitus de classe, et c'est l'habitus bourgeois qui est le plus valorisé. L'habitus, c'est une notion purement sociologique conceptualisée par notre dieu et maître Pierre Bourdieu, et qui le définit ainsi. L'habitus est le produit du travail d'inculcation et d'appropriation nécessaire pour que ces produits de l'histoire collective, que sont les structures objectives, la langue, l'économie, parviennent à se reproduire sous la forme de dispositions durables, dans tous les organismes, que l'on peut, si l'on veut, appeler individus, durablement soumis au même conditionnement, donc placés dans les mêmes conditions matérielles d'existence. Voilà.
c'est pas clair du tout. Donc pour le commun des mortels, l'habitus c'est l'incorporation de la structure d'une société chez un individu. C'est un peu la base de la sociologie et c'est ce qui différencie l'homme de la plupart des animaux. Beaucoup de sociologues ne parlent pas forcément de l'habitus, mais ont des définitions de la sociologie qui s'en rapprochent. Par exemple, je vais vous prendre au pif, tiens Le Fort qui nous dit « Les institutions avec lesquelles l'individu est en contact au cours de sa formation produisent en lui un type de conditionnement qui, à la longue, finit par créer un certain type de personnalité. » Voilà, on peut en faire plein, mais on va faire toute la vidéo là-dessus. Là vous pouvez vous demander comment on est passé de crapauds géants qui tapent à coups de pipe sur des serpents à l'habitus. Je ne vais pas gratter sur la conclusion, mais vous l'aurez compris je pense à ce stade de la vidéo, Naruto c'est un manga exemplaire sur sa représentation de plusieurs faits de sociologie, dont l'habitus. Il y a deux thèmes qui sont liés dans cette œuvre, le destin et la dichotomie génie-raté. Pourquoi les deux sont liés? Penchons-nous sur un de mes passages préférés de toute l'œuvre, le combat Neji-Naruto. Qu'est-ce qu'on voit s'affronter dans ce combat? Oui, deux enfants soldats qui sont mis en spectacle devant des adultes qui les poussent à s'entretuer, mais moins factuellement. On a Naruto considéré comme un raté et Neji considéré comme un génie. Les deux ont au premier regard un destin complètement différent. Naruto, orphelin, est un prolétaire qui ne va pas réussir à passer le bac, son diplôme Chunin. Alors que Neji, fils de bourgeois, qui va réussir sans trop d'efforts. Il existe, d'après Bourdieu, encore une fois, 4 capitaux, économique, social, symbolique et culturel. Ces capitaux sont transmis par les parents aux enfants et par les institutions aux individus. Ils formeront également l'habitus de l'individu. Par exemple, les professeurs ont en général un capital symbolique et économique assez bof, surtout symbolique de plus en plus, un capital social moyen, et par contre un capital culturel assez élevé. On dirait une fiche de jeu de rôle, le truc. Certains les considèrent comme faisant partie de la petite bourgeoisie intellectuelle. Neji et Sasuke sont des descendants de clans illustres qui ont des techniques très puissantes. Techniques qui sont transmissibles uniquement par le clan. Bah alors si c'est pas une métaphore de la transmission des capitaux par la famille, je sais pas ce que c'est. À ce stade de l'histoire, personne n'a transmis de capitaux à Naruto qui doit faire en fonction des institutions. Plus tard on verra qu'il ne part pas de rien non plus, mais là, au stade où on en est, Naruto c'est un raté, qui rate l'école parce que personne n'est là pour l'aider en dehors de cette institution. On a dans ce combat l'affrontement entre deux classes sociales, au sens bourdieusien du terme, comme étant la classe des individus dotés du même habitus. Ce qui se traduit par un ethos de classe, c'est-à-dire une vision du monde économique et social similaire. Regardez ce que pensent Sasuke et Neji de Naruto. Bon là j'exagère un peu parce qu'au début tout le monde pense que Naruto est un raté, mais quand même. Regardez comme se compensent ces deux personnages, regardant les autres de haut, sur deux, peu éloquents. On dirait vraiment qu'ils ont un habitus commun. Cet ethos assure une incorporation précoce des habitus de classe, qui produit une appartenance de classe qui permet à la classe de se reproduire. 5 conseils pour faire face et reconnaître un bourgeois parasite. Cet habitus se distingue notamment dans le rapport à l'espace et au corps, très différent entre prolétaires et bourgeois. J'essaie de pas trop dire bourgeois pour pas concurrencer Usul, mais à un moment il faut dire les termes. Quand tes parents sont ouvriers et qu'ils utilisent leur corps pour leur travail, c'est pas la même chose que si tes parents sont des start-upers et que la seule action physique qu'ils font c'est un baby-foot avec les employés et le jogging. Ce rapport au corps plus protecteur et esteim des bourgeois fait qu'il est aussi paradoxalement plus contraignant avec des injonctions parfois tacites. Voir les travaux de Béatrix Lawita. Si Naruto est vu comme turbulent, il n'est pourtant pas le seul. Je veux dire qu'Iba aussi, il a envie de bouger quand il est sur les bancs de l'académie. La socialisation familiale, vous l'aurez compris, est un grand terreau d'inégalité à cause de plein de facteurs qui, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas rattrapé par l'école et qui favorisent également un certain type de comportement transmis par une certaine catégorie de la population. Depuis tout à l'heure, je parle beaucoup des normes transmises par la socialisation, mais je pense que tout le monde aura compris que la socialisation est déjà plurielle, mais en plus, elle transmet également des rôles, des statuts. Mais la socialisation transmet également des valeurs, et les valeurs sont très importantes dans n'importe quelle œuvre, tout particulièrement dans les shonen. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Dès le début de l'histoire, on comprend que l'apprentissage de Naruto, ça ne va pas être que physique, s'améliorer à lancer des shurikens ou à balancer des boules de feu. Non, une partie de son apprentissage et de l'apprentissage de ses camarades, ce sera la prise de conscience de certaines valeurs. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est bien sûr l'épreuve de survie que les 3 protagonistes passent avec leur sensei. Un peu bizarre à mettre des doigts où il ne faut pas sur le corps d'un enfant de 12 ans, je rappelle. Remarque, Naruto c'est assez réaliste, c'est les gens les plus dégueulasses qui arrivent au pouvoir. Mais je digresse, la première épreuve des Genin sera de faire équipe avec cette célèbre phrase de Kakashi. Dans le monde des ninjas, ceux qui désobéissent aux ordres ne valent pas grand-chose. Mais aussi, ceux qui abandonnent leurs amis sont des moins que rien.
Le monde shinobi est un monde violent où la haine est comme un moteur de la force des uns et des autres. On apprend bien plus tard par exemple que les Sharingan naissent de la haine des Uchiwa. Kyuubi lui nous est montré comme une personnification de la haine presque depuis le début. Cette haine, cette colère, elle est aussi mobilisée par Naruto, quand Sasuke semble être mort sous les coups de Haku. Naruto perd son sang-froid, la colère l'envahit, et Kyuubi se déchaîne. Naruto surclasse alors son adversaire qui pour l'instant l'est dominé très largement, mais refuse de le tuer. Dans le monde des ninjas, la règle c'est tuer ou être tué. Les ninjas sont littéralement des assassins. Certaines missions consistent en cela d'ailleurs, ça fait partie des normes. Naruto, en marginal, refuse ces normes et impose ses valeurs humanistes, et déjà un peu pacifiste. Et oui, le pacifisme qui deviendra plus tard un des thèmes essentiels de Naruto, trouve ses germes à ce moment-là. D'ailleurs, Arcade, dont j'ai déjà parlé, a fait une excellente vidéo sur Naruto, donc je vous invite à aller la voir. Soit je la mets en fiche, soit je la mets dans les commentaires épinglés. C'est d'ailleurs Naruto et ses valeurs qui vont faire changer les gens et la société, et donc avec elles ses normes. Mais on en parlera dans la troisième vidéo, plus centrée sur Boruto. Quand Naruto trouve son Indo après l'arc de Pays des Vagues, c'est la promesse pour le personnage de changer ce monde, et ça commence directement avec la création de ce pont qui porte son nom. Et qu'est-ce qu'un pont si ce n'est le lien entre deux territoires et donc potentiellement des personnes? Avec un nom pareil, on peut être certain que ce pont sera fort et ne faillira jamais. Et avec un peu de chance, il se peut qu'un jour, il soit reconnu et admiré dans le monde entier. Ça m'émeut. Comme je l'ai déjà dit, Naruto est orphelin et a énormément souffert de la solitude. Le manga montre bien les dégâts que ça peut causer. Le protagoniste en a tellement souffert qu'il s'acharne à créer des liens avec le plus de personnes possible, qu'ils soient de son village ou pas, qu'ils soient des alliés ou ses ennemis. Naruto se reconnaît toujours dans ses ennemis. Il est un miroir de Haku, créé à cause de ses trop grands pouvoirs, de Neji, Oso maudit qui l'enferme dans une case dont il ne peut sortir, de Gaara avec qui il partage les 2 points précédemment cités, de Sasuke bien sûr. Naruto se reconnaît dans chacun de ses ennemis, et c'est comme ça qu'il parvient à les aider et à devenir des personnes meilleures. Ce que propose Naruto, c'est une société de l'entraide et de l'amitié. C'est cucu de le dire comme ça, mais le monde des shinobi est décrit comme un monde cruel et impitoyable. Et la politique néolibérale tend à détruire ces structures communes. Voyez l'état de l'hôpital. Et donc à nous diviser et à nous pousser à la solitude. Et c'est quand on se sent plus proche des gens que l'on peut vraiment se montrer mauvais envers eux. Encore une fois, regardez qui vote le plus pour l'extrême droite, c'est ceux qui sont le plus éloignés des immigrés. Naruto refuse alors ce monde et ses normes. L'un des premiers qui rejette viscéralement, c'est le fait de considérer un shinobi, un être humain, comme une arme, comme le fait Zabuza avec Haku. Et ces normes, Naruto compte bien les changer. Par la force de sa volonté et des liens qu'il a créés, il commence à se hisser au niveau de génie comme Sasuke. Lors de son combat à la Vallée de la Faim, en plus de les placer en filiation des grandes figures de l'histoire, Naruto et Sasuke se font face. Sasuke met à mal les valeurs d'un jeune Naruto qui n'a donc pas le choix de se battre et qui en plus va subir une très forte défaite. Il coupe alors les liens qu'il a avec le jeune blondinet et s'enfonce dans les ténèbres. Naruto a donc été contraint de combattre, et il a perdu à la fois le combat mais aussi un ami. Que fait le héros après une telle défaite? D'ordinaire, quand Naruto perd, il apprend. Comme je l'ai dit, c'est un ascending caractère arc. Quand il se chie dessus devant les frères démons, il décide de se montrer plus courageux. Et plus globalement, le personnage ressemble de plus en plus à un vrai ninja, grâce aux leçons qu'il a appris. Mais il y a son Indo, sa voix du ninja, la valeur sur laquelle il ne peut transiger. Il n'abandonne pas. Et encore moins quand il s'agit de liens puissants qu'il a eu du mal à nouer. Naruto n'abandonne jamais, ni face à la société, ni face au destin. Naruto est à part dans son univers. Il a ses valeurs qui ne sont pas conformes aux normes du monde shinobi. Mais par la force de sa volonté et par les liens qu'il a créés, Naruto va changer le monde des shinobi. En tout cas, et moi, il m'aura fait changer. Sans déconner, bah putain, là je suis choqué. Bon, on est déjà à la fin de la vidéo. Je pense que vous avez compris à quel point Naruto est pour moi une œuvre qui m'a marqué et qui a fait celui que je suis aujourd'hui. Quand j'étais petit et que j'allais mal, je prenais un tome de Naruto que je lisais, que je connaissais par cœur, et puis je matais les premiers épisodes de la série que j'avais en DVD. Voilà, juste ça permet de s'évader, ça fait du bien quoi. Bien sûr, beaucoup de nostalgie parle, et j'espère avoir pu un peu montrer de façon plus objective que l'histoire de la première partie de Naruto et la société dans laquelle il évolue sont très bien construites et permettent des parallèles très intéressants. Des parallèles que même l'enfant que j'étais pouvait faire. Quand Naruto était traité d'un raté, mais se relevait tout de même. Voilà, c'est ce que je veux dire. Naruto, c'est un manga qui donne de la force, qui donne cette pulsion de vie, qui donne ce truc un peu utopiste, un peu idéaliste, mais qui fait vraiment du bien. C'est quelque chose également de très matérialiste, où les conditions matérielles d'existence des individus les façonnent et créent des histoires réalistes, des personnalités proches de nous et qui rendent globalement l'œuvre extrêmement humaine. Naruto, c'est une œuvre très riche et je n'ai abordé qu'une partie de cette œuvre. Déjà bien sûr parce qu'on a fait que la première partie de Naruto, c'est-à-dire la partie où Naruto est enfant, mais également parce que j'ai beaucoup centré la vidéo sur un axe précis. Après avoir fait 10 essais pour parler de Naruto,
Non, il fallait bien qu'il y ait une vidéo qui sorte. Le but de Project Art, c'est de faire le lien entre la culture populaire et une culture plus élitiste, plus universitaire. C'est de montrer comment nos œuvres qui nous ont fait grandir, les œuvres qu'on aime, les œuvres un peu mainstream, renferment vraiment quelque chose de très intéressant à analyser. Et j'espère que je vous aurai fait comprendre en quoi il donne de la force, en quoi il donne de la réflexion, en quoi il est assez bien construit. Naruto, ça reste pour moi un grand manga, rien que pour ça. Et je reviens dans quelques temps pour parler de la seconde partie sur laquelle je suis peut-être un peu plus critique, mais avec un autre angle d'attaque que la socialisation cette fois-ci. Alors vous l'avez compris, dans cette vidéo, j'ai essayé quelque chose d'un peu nouveau. Bon voilà, il y a plusieurs plans, comme ça j'apparais devant la caméra. Dites-moi ce que vous en pensez, j'essaye de dynamiser un peu le format qui peut paraître un peu chiant comme ça. Donc voilà, je fais des tests, à vous de me dire. Moi je vous dis à très bientôt.